Bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Bonsoir ou bonjour selon quand vous regarderez l'interview. Donc on est ce soir avec Romain Delplanque, auteur aux éditions HSN, aux éditions de L'Homme sans nom en entier. Et toi tu as écrit trois romans, même si nous on va surtout parler de La ville au plafond de verre. Et tu avais déjà publié chez eux le diptyque du Sang des princes. Exactement. Il y a un premier tome en 2015 et le deuxième tome du Tic en 2017. Et les deux sont aussi publiés en poche, donc pour Ouais. les budgets un peu plus serrés. Donc n'hésitez Yes. pas. C'est chez Folio SF. Voilà. Voilà. Deux bonnes maisons. Exactement. Et donc toi tu es donc auteur, mais pas seulement, tu as beaucoup de casquettes. T'es éditeur, t'es traducteur, et tu officies aussi pas seulement du côté de la littérature, mais du jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous Mhm. parler rapidement de tes différentes casquettes? Oh là là. L'ensemble. En fait, rapidement, bah non, mais je peux. Mais globalement, t'as bien fait le tour. Donc, bah, pour mettre les choses à plat, donc je suis auteur aux éditions de L'Homme sans nom, 3 romans. Je suis effectivement éditeur et traducteur adaptateur bon, aux éditions Ikaya que j'ai cofondé avec David Eknesh. Et je suis dans ma vie de tous les jours coordinateur éditorial pour Open Sesame Games, qui est un éditeur de livres de jeux de rôle. Euh, pour qui je suis couteau suisse. Mon métier premier, c'est dans le secteur de l'édition. Ça fait 15 ans que j'y bosse. Euh, donc, voilà, c'est mon. J'y reste toujours un petit peu. Et est-ce que, alors, en fait, la question liée à tes casquettes, c'est est-ce que, bah, du coup, ce métier d'éditeur, est-ce qu'il impacte tes écrits? Est-ce que tu vas être plus critique par rapport à tes livres, ou est-ce que justement, comme c'est tes livres, bah, tu as vraiment besoin de ce regard extérieur quand tu les travailles? Plutôt la deuxième. Plutôt la deuxième. Euh, En fait, euh, alors bien entendu, hein, j'ai quand même j'ai toujours un petit, enfin les choses sont jamais étanches, donc j'ai toujours les habitudes éditoriales qui rôdent autour de l'activité d'écriture. Mais disons que dans la manière consciente dont j'aborde l'écriture quand j'écris un livre pour moi, un roman, c'est justement de ne plus en être l'éditeur. Hmm. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'en fait j'oublie le savoir-faire technique que j'ai eu, mais c'est-à-dire que je m'autorise enfin à ne pas à aborder le livre tant l'œil correcteur, un peu vigilant, un peu méfiant, qu'on finit par avoir en automatique quand on travaille dans l'édition. Ok. Donc je me dis, c'est le moment de faire n'importe quoi. Grosso modo, il y a quelqu'un d'autre dont c'est le métier, dont ce sera le métier de me dire arrête de déconner, c'est n'importe quoi ce que t'écris. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est un peu la récréation finalement. Un peu, mais du coup aussi, c'est le moment de se consacrer uniquement à l'objet qu'on a envie de produire. Euh, Avec des critères qui vont être propres à l'auteur et qui vont pas être au premier chef des critères entre guillemets objectifs d'édition, c'est-à-dire ok, quel public, quelle taille de livre, etc., qui sont des critères importants, mais et que l'écrivain prend toujours en compte à un moment donné, mais qui sont pas premiers dans la démarche d'écrire. Enfin, prend pas sa plume en se disant trop bien, aujourd'hui je vais faire un roman de 340 pages. Déjà, c'est pas un bon nombre de pages et ensuite ça n'a aucun intérêt. Donc, Et
enfin, est-ce que c'est du coup l'édition qui t'a attiré en premier ou c'est l'écriture? Ah, euh, ah, euh, c'est l'écriture. En premier, si tu veux, dans la grande chaîne des événements depuis que je suis gamin et que j'ai une relation au livre, bon, la première chose, c'est la lecture. Enfin, un peu par la force, la force de l'ordre dans lequel on s'y prend. Mais j'ai d'abord eu une approche d'écrivain, en tout cas de créateur d'histoire. Et après l'édition, c'est ce vers quoi je me suis dirigé à un moment où je me disais que il fallait que je raisonne en termes de vrai métier pour vivre la vie de tous les jours, que je me sentais le monde de l'écriture professionnelle me semblait tellement loin que en fait j'envisageais même pas de m'y mettre pour de vrai. Et donc voilà, je me disais ah l'édition ça doit être cool. Je vais apprendre des trucs, je vais apprendre des techniques sur le livre, je vais apprendre le côté artisanal de la chose. Et j'ai commencé par être assistant de fabrication. Hmm. Donc vraiment voilà le côté vraiment technique. C'est plus technique que ça, c'est imprimeur. Mais j'ai commencé à être assistant de fab. J'ai bossé principalement au début dans le manga, la BD, et le roman de fantasy. Donc j'ai été tout de suite dans l'imaginaire. Et ça, c'était bien parce que c'est un moment où je me suis fait une culture spécifique, et notamment une culture en fantasy, qui est pas du tout ce que j'avais lu en ado. Moi, j'étais lecteur de SF, un peu d'horreur, et puis et en troisième lieu, mais loin derrière de fantasy. Et ça, quand j'ai bossé dans le secteur après, je m'y suis mis à plein. Petite parenthèse, parce que je l'ai pas dit depuis le début, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Enfin, non, Romain y répondra avec plaisir. Euh, et donc tu as commencé à te plonger vers l'imaginaire avec ce travail. Et qu'est-ce qui t'a fait écrire dans l'imaginaire? C'est parce que enfin, déjà tu lisais de la SF jeune et du coup, enfin, l'imaginaire c'était ton environnement, mais finalement tes deux livres, enfin les trois livres, c'est des livres de fantasy. Donc pourquoi les univers de l'imaginaire? Alors, pourquoi les univers de l'imaginaire? Ça, là, je vais pas être très original. Hein, j'ai grandi là-dedans. Euh, je me les suis appropriés très tôt. J'ai d'abord grandi avec euh, la BD franco-belge, et puis au niveau littéraire, quand j'ai eu, je sais pas, 10, 11 ans, j'ai commencé à mettre dans la SF et l'horreur cosmique Lovecraftienne, principalement avec des bouquins que je voyais traîner dans les maisons des adultes. Et, euh, et donc comme ça, j'ai évolué avec côté littéraire la SF et l'imaginaire entre guillemets fantasy avec la BD, puis surtout après le manga. Et donc je me suis un peu construit mon imaginaire là-dedans. Et grosso modo, on était dans les années 90 aussi, c'était la grande arrivée du jeu vidéo. Euh, C'était à un moment où aussi le cinéma, la question de ce qui pouvait se représenter grâce à l'évolution des technologies était, euh, était quelque chose qui était un peu obsédant parce que la qualité des images qu'on pouvait faire doublait quasiment chaque année. Et donc, pour moi, l'imaginaire, c'est aussi grandir. Euh, c'est aussi parce que j'ai passé mon adolescence avec cette perspective permanente de demain, on va voir quelque chose de plus impressionnant dans les salles, sur les ordi et tout. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai gardé vraiment euh, cette trace euh, en moi qui fait que je reviens toujours au monde imaginaire, au monde chelou, à l'épique entre guillemets. Euh, voilà, tout ce qui coûterait très cher de représenter si on en faisait des films. Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose
du moi gamin qui regarde des images et où elles sont de plus en plus impressionnantes. Point culminant de ça ayant été la sortie du Seigneur des Anneaux au début des années 2000. Voilà. Et c'est un truc qui s'est vraiment imprimé en moi. Je pense que la relation à la fantasy, pour moi, c'est beaucoup ça. Mais après, voilà. Et après, le reste, c'est de la pop culture, des séries télé aussi qui arrivent, etc. Et du coup, quand tu commences l'écriture d'un roman, quand tu te plonges finalement dans cet imaginaire, est-ce que t'es plutôt architecte, jardinier en quelque sorte? Est-ce que tu fais du world building? Oui. Alors, en fait, j'ai tendance à marcher un peu en escalier, c'est-à-dire que au début, j'ai toujours quand même un roman dans la perspective. J'ai jamais fait du world building juste pour faire du world building. Quand j'ai commencé le Sang des Princes, j'ai eu une idée de roman, une idée de personnage, et j'ai développé une première esquisse du monde dans lequel je voulais que ça se passe, mais qui me permettait de servir l'histoire que je voulais raconter. C'est pour ça que si tu regardes les premières cartes du Sang des Princes, elles sont assez simples. En fait, c'est pas voilà. Et dans le tome après, j'ai commencé à compliquer un peu plus les choses, mais parce que justement l'histoire commençait à demander un world building qui devienne un peu plus finaux, un peu plus détaillé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me prendre au jeu et le world building a commencé à prendre sa vie propre. Voilà, je me suis commencé à vraiment m'amuser à faire des cartes, etc. Mais voilà, j'essaie toujours quand même de le garder en connexion avec les histoires que j'ai envie de raconter. Euh, alors ça, c'est pour la réponse sur le world building. Sur le côté architecte ou jardinier, euh, je suis plus architecte aujourd'hui. Le côté jardinier, euh, euh, j'ai le côté jardinier, c'est-à-dire vraiment écrire au fil de la plume, voir ce qui sort, et c'est au fur et à mesure qu'on fait suivre les personnages, etc. Je l'ai malheureusement, je le ressens pas trop. C'est-à-dire que quand j'écris, même si j'écris au fil de la plume, j'éprouve un peu la structure de ce qui va venir, de ce qui existe, et si je sais pas où je vais, euh, Là où tu vas. Du j'ai coup, un tu peu de t'arrêtes. mal à me laisser porter. Ce qui veut pas dire que j'ai pas des événements d'écriture, des moments où on écrit quelque chose et au moment où on écrit, on est ah mais punaise, mais attends, il y a un truc mieux à faire et c'est trop bien et on va faire ça à la place. Ça m'arrive, mais dis donc, c'est plus un truc de comment dire, c'est plus un truc de tranquillité personnelle, surtout quand on décide qu'on écrit un roman, c'est-à-dire quelque chose d'assez long. Moi, je suis quelqu'un qui angoisse assez vite et me lancer dans un roman, euh, de me lancer dans l'écriture d'un roman sans avoir un peu préparé la route. Moi, je le ressens comme démarrer l'ascension d'une montagne sans savoir s'il y a des routes, s'il y a des chemins, s'il y a des pistes et s'il y a des sentiers. Ça me terrifie. Donc, je me structure un petit peu pour voilà. Et puis aussi parce que c'est des, on fait quand même en fantasy, on fait des trucs compliqués. En fantasy et en SF et en imaginaire en général, on est aussi beaucoup jugé par ça, là-dessus, euh, par un public qui est très rompu, beaucoup plus rompu que le public habituel en littérature, aux ficelles de la scénaristique. Voilà, ils ont regardé écouté des podcasts, ils ont lu des trucs. Donc, ben on n'a pas tant droit que ça à l'erreur que ça, et donc il faut un peu préparer ce qu'on va faire. Et donc je suis un peu, voilà, là-dessus, je suis plutôt architecte que jardinier aujourd'hui. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on parle plus en détail du coup de ton livre, La ville au plafond de verre. Avec plaisir. Petit résumé, donc ça se situe à Korost, qui est la capitale économique de l'ancien empire, qui est devenue une fédération. Et on y suit trois personnages sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard, mais je vais les citer tout de même. Donc Enic, Istven et Katlik. Et j'irais même jusqu'à ajouter qu'il y a un quatrième protagoniste qui nous suit tout le temps, qui est Atel. Mais on y reviendra plus tard. Enfin, qui nous suit plutôt. Qui nous précède plutôt, mais
qui hante, qui hante le livre, d'une certaine manière. Mais oui, c'est très bien vu, ouais. Et donc, bah, la ville au plafond de verre, qui est Korost, c'est une ville qui s'est développée sur une nouvelle industrie, qui est l'industrie du verre, et plus précisément d'une espèce de nouveau matériau qui est l'art noir. Ouais. Euh, qu'est-ce que Quand est venue l'idée de ce roman? Qu'est-ce qui a été les inspirations conscientes euh, que tu as utilisées pour l'écrire? Les inspirations conscientes, eh bien, alors, alors, disons que c'est une idée qui germe à un moment où je lisais beaucoup d'histoires et je crois que je venais de terminer une histoire de la Révolution chinoise. Après m'être farci une histoire de la révolution enfin de tentative de révolution spartakiste en Allemagne. Et je me documentais beaucoup sur les différentes expériences de communes insurrectionnelles qui avaient pu y avoir de par le monde. Je m'étais pas mal, je m'étais pas mal renseigné aussi sur la, sur la révolution, sur la commune de Budapest en 1919, grosso modo dans le cadre de la chute de l'Empire austro-hongrois. Et je crois que c'était ce point-là qui a vraiment servi de modèle de base à la, disons, au monde que j'ai installé pour Korost. C'est-à-dire que j'avais envie de la dramaturgie propre à l'histoire d'une commune insurrectionnelle. Et pour ça, il me fallait une structure géopolitique euh, un peu volontairement compliquée. Euh, C'est-à-dire que je pouvais pas faire l'impasse, je pouvais pas simplifier le truc. Il fallait que je chope un peu tout ce qui fait que ça fourmille en fait de micro-intrigues dans ces époques-là, mais ce qui était aussi ce qui m'intéressait beaucoup. Et il fallait que que je les synthétise un petit peu dans une histoire et que j'en extrais la dramaturgie propre. C'était aussi une histoire où il y avait c'était aussi une période où circulait beaucoup sur Internet les conférences d'Henri Guillemin sur la Commune de Paris. Et que j'avais ingurgité, moi comme beaucoup d'autres à l'époque, sur YouTube. Ceux qui veulent chercher peuvent le faire, ça dure 6 heures, hein, par contre. Euh, et, euh, et j'étais parisien, donc l'histoire de la Commune de Paris, c'était aussi un petit peu, c'était un peu dans mon sang aussi. Et, euh, et j'avais envie en fait de faire un roman là-dessus. Je venais de faire Le Sang des Princes, qui était un roman qui parlait de technique et d'art, mais dans un angle différent, dans un angle peut-être un peu plus d'émancipation individuelle euh, et de pratique de soi. Et là, je voulais vraiment faire quelque chose de social. C'est-à-dire, je voulais vraiment installer une société fictive qui a sa culture, qui a ses artisanats, qui a son industrie, et réinstaller l'organisation sociale qui va avec. Et donc, et c'était une, et j'ai, voilà, c'était mon envie première, ça a été de travailler sur une fiction qui marche sur ces jambes-là. Euh, Là où dans Le Sang des Princes, j'avais d'abord eu le thème de l'art en premier. Ok. Ah, c'est sûr que la dimension sociale, on la voit partout. Très franchement, j'aime beaucoup le livre, mais quand je lis, enfin, quand j'ai préparé l'interview, plutôt, je me suis dit, en fait, il aurait fallu que je le lise deux fois, au moins, pour prendre tout en compte, parce qu'il y a vraiment, oui, cette dimension sociale, mais cette dimension sociale qui est très riche, avec tout ce que tu cites et qu'on peut pas forcément voir parce que les personnages ne connaissent pas. On est bien à la vision des personnages, donc si les personnages ne connaissent pas, on n'est pas amené forcément à tout connaître. Mais c'est vraiment un univers très riche.
Et du coup, enfin, notamment dans cet univers, l'une des choses, moi, au départ, je voulais faire linguiste. Donc, je parle un petit Mhm. peu des langues. C'est, tu as réfléchi beaucoup au système de langue et aussi à la place des langues de la société. Et on voit, enfin, dans le texte, il y a deux notions, enfin, deux notions. Il y a deux choses que je voulais aborder. C'est d'abord, euh, j'ai pas réussi à retrouver le nom de la langue principale de Korost, euh, Le Varan. le Varan. Donc le Varan, c'est une langue qui s'écrit en idéogramme et qui a aussi un penchant phonétique. Donc quelque chose Mhm. que tu as peut-être tiré des langues asiatiques. Bah oui, c'est Oui. clairement une référence au japonais. Ouais, j'y ai pensé. Et d'un autre côté, on a aussi d'autres langues et notamment l'alpin, l'alfine, euh, qui, L'alphin. l'alpin, qui est où on a des passages, enfin des passages créés finalement de cette langue. Mhm. Comment, comment tu as été amené un peu à réfléchir ces langues et les construire? Alors, déjà, rendons à César ce qui est à César. Je vis avec un linguiste. Donc j'ai des ressources à domicile pour ce genre d'exercice. Euh, alors, le et typiquement la question de idéogrammatique, c'est quelque chose qu'on a réfléchi ensemble, pour lesquels il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je voulais effectivement essayer de couvrir un peu tous les aspects euh, tous les aspects que pouvaient prendre des hiérarchies sociales dans une ville. Et j'aimais bien qu'il y ait cet aspect sociolecte dans la langue, c'est-à-dire qu'effectivement, le varan peut s'écrire phonétiquement, mais si vous voulez pas passer pour un plouc, vous écrivez en idéogramme. Et les idéogrammes, bien sûr, sont compliqués. Et quand vous les écrivez, vous avez intérêt à ce que ce soit joli et pas des pattes de mouche. Donc, c'est un outil de distinction. C'est vraiment faire de la langue, et notamment de l'écriture en l'occurrence, euh, un outil de distinction. Euh, et c'était et ça c'était vraiment l'idée pour le varan. Pour l'alpin, alors ça vient du sang des princes. Là pour le coup c'est une langue qui avait déjà été travaillée pour le sang des princes, sauf que dans le sang des princes c'est une langue beaucoup plus universellement pratiquée. Dans la ville au profond vert, c'est une langue d'immigrants. Donc pour le coup, donc elle a plus un rôle un peu de langue secrète, de langue périphérique, euh, là où dans le sang des princes, elle avait plus un rôle de langue liturgique ou avec des petites variantes dialectales, etc. Mais dans la ville, c'est vraiment une langue secondaire, c'est la langue du ghetto des immigrants. Et mais la Je sais ville, pas si j'ai répondu. si, si. Non, si, ça a très bien répondu parce que c'était vraiment aussi l'aspect social qui m'intéressait. Euh, la ville au plafond de verre et le son des princes, ça se déroule dans le même univers. Oui, mais alors ça c'était. Je me suis posé la question pendant un certain temps. Le Sang des Princes se déroule 60 ans avant et à 8 000 kilomètres de distance. Ok. Voilà. Mais j'ai voulu quand même les garder dans le même univers parce que j'ai toujours ce thème un peu récurrent de la technique dans les deux livres qui domine. Et par conséquent, j'aime qu'il y ait une espèce de continuité euh, un peu substantielle entre les deux. J'aime bien aussi le fait que ça me permettait aussi d'avoir une espèce de continuité logique entre les deux, c'est-à-dire que en si on lit vraiment au mot près, le sang des princes et la ville, on peut voir les répercussions de ce qui se passe à la fin du sang des princes sur la situation globalement du monde au moment de la ville au plafond de verre. Mais c'est pour moi, c'est presque
pour moi, ça me permettait de clarifier ce que je voulais obtenir. Ça me permettait aussi de produire une complexité à laquelle j'aurais pas forcément pensé tout seul. Sauf que comme j'avais déjà fait du travail pour le Sang des Princes, je partais déjà sur des bases de peuplade, d'idéologie, de religion qui existaient déjà, et donc je pouvais me projeter à partir de ça. Et comme je voulais un côté un peu complexe à la ville, bah, j'ai choisi de partir de quelque chose sur des bases que j'avais déjà développées avant. Ok. Ah, je savais pas du tout. Mais du coup, j'ai très envie de Donc, lire le Sang des Princes, que j'ai pas eu en l'occasion gros, encore. le Sang des Princes se passe dans un pays qui s'appelle la Slasie, qui est en gros aux antipodes à peu près de Korost, euh, et qui, bon, en gros, tout part, sans spoiler, mais disons que tout part un peu en vrille aussi. Et justement, ceux qui parlent alphin dans la ville au plafond de verre sont des immigrants de cette région. Ok. Voilà. Bah, ça donne très envie de découvrir le reste, en tout cas. Euh, donc, tu parles toujours de la technique, de l'art qui est un peu un fil conducteur, un fil qu'on Mm. retrouve entre les deux. Justement, cette technologie autour du verre, de l'art noir, euh, déjà le linéaire, j'ai un bloc, enfin j'ai pas un blocage dessus, mais mon cerveau l'a imaginé de 5 façons différentes. C'est un peu, à quoi on pourrait le comparer un peu? C'est une espèce Un de, funiculaire. ouais, de C'est un funiculaire, funiculaire. mais Ouais, accroché c'est par ça. au-dessus. C'est ça. C'est un funiculaire très haut sur un câble qui passe avec des ailes de libellule déployées de chaque côté. Voilà. C'est un peu la marque de fabrique de la technologie de Coros. Les élytres, euh, le mot un peu savant pour les ailes d'insectes qui se déploient sur les bateaux ou en l'occurrence sur le linéaire. Euh, mais ça, c'est aussi un peu, alors, c'est à la fois, c'est vrai que je suis pas un grand, je détaille peu. Oui. Je vais pas beaucoup dans le détail de mes technologies. C'est un peu voulu euh, parce que c'est quelque chose que moi j'apprécie pas toujours à la lecture moi-même, qui est en gros la comment dire, la surprécision dans des choses inventées, dans de la machine inventée, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas quelque chose Dans le décorum, en quelque que je sorte. sais faire et que je recherche. Et moi, j'aime bien, en fait, que l'imagination du lecteur parte un peu dans toutes les Mm. directions quand on lui présente une technologie alternative. Moi, par exemple, un truc que j'aime bien, enfin, que j'aime bien, les ornithoptères de Dune, Ouais, personne ne les a imaginés pareil. ouais, Et toutes les versions sont ridicules. Mais parce que, et en fait, mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que, euh, en fait, on imagine, on sait ce que la machine fait, on sait l'impression qu'elle donne à ceux qui la regardent, euh, on sait une ou deux métaphores que l'auteur nous fournit pour essayer de comprendre l'esprit de cette machine, mais on n'a pas sa vision, jusqu'à ce qu'un illustrateur la dessine, bien sûr. Mais on n'a pas sa vision et du coup, l'imagination du lecteur peut partir un peu n'importe comment. Et moi, je sais pas, c'est comme ça que j'ai lu beaucoup de SF et du coup, j'aime bien ça, ça m'amuse. ok. Donc désolé, je produis probablement un peu de confusion, mais c'est une Oui. confusion que j'aime bien. C'est aussi intéressant et puis c'est bien d'avoir. C'est vrai que des fois, quand on est tout le temps guidé, c'est un peu moins créatif pour le lecteur. Il y a moins le travail du lecteur de pouvoir s'approprier en quelque sorte le livre si l'auteur le guide tout le temps. C'est pas le même plaisir, je trouve. C'est pas le Oui, même plaisir parce qu'il y a un vrai plaisir aussi à être guidé par l'œil d'une caméra qui étudie oui. quelque chose. Et quand c'est bien fait, c'est passionnant. Euh, mais c'est pas la même, voilà, c'est pas la même approche. Ce que j'ai trouvé, enfin du coup avec le linéaire, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est, enfin même tout au long du récit, pas que le linéaire, mais là je veux prendre le linéaire, c'est à chaque fois que tu mets en avant un élément,
tu mets aussi le contre-pied social. C'est-à-dire, enfin, on a le linéaire, ça montre un peu, enfin, oui, les classes sociales de la ville. Et donc le linéaire, c'est pour les classes élevées. Ensuite, on peut avoir des carrosses, mais les carrosses, c'est aussi beaucoup pour les classes élevées. Et après, il y a les personnes qui marchent. Enfin, c'est, on trouve vraiment cette dimension sociale de partout. Ouais, et ça, c'est encore une fois, c'est voulu. En fait, le linéaire, c'est, alors si j'ai essayé d'éviter que ce soit ostensiblement un truc de privilégié, parce que il peut être emprunté par des pauvres. Simplement, ils s'arrêtent pas dans leur quartier. Oui, Donc c'est tout con. Maintenant, s'ils veulent le prendre, ils peuvent. Mais genre, je crois, je crois que sur toute la ville, genre, il y a une station qui s'arrête vaguement pas loin du quartier des Saules, du quartier des pauvres. Et donc moi, j'ai essayé de manier un peu l'ensemble de mes concepts comme ça, dire que jamais mettre en, je voulais pas que ce soit une société de caste en fait, d'ordre, mm, au sens où on avait des ordres au Moyen Âge, etc. Je voulais que ce soit un truc très proche en fait de ce qu'on a nous en termes de classe sociale, dire quelque chose qui est théoriquement fluide, rien n'est interdit vraiment à personne. Simplement, il y a des choses qui sont pas possibles, qui sont rendues pas possibles pour les gens. Typiquement, le linéaire, rien n'empêche les pauvres de le prendre, c'est un pur hasard s'ils ne s'arrêtent pas chez eux. Euh, et voilà, et pareil pour enfin, on en parlait du langage tout à l'heure, pareil pour le sociolecte, ils peuvent l'apprendre, ils peuvent devenir bons, les verriers de Korost. C'est juste beaucoup plus dur pour eux. C'est toute l'histoire d'Isven, du coup, d'un des personnages. non, et puis il leur faut juste un professeur finalement. Facile. Ils font le bon prof, voilà. Quand ils veulent, ils peuvent. Euh, et oui, oui, non, mais c'est ça. Donc ouais, le linéaire, mais normalement, voilà, j'ai vraiment essayé de peindre un peu tout sous cette lumière-là. Mm. Que rien ne soit aussi fondamentalement détestable dans la ville. Euh, ok, j'ai un ou deux personnages qui sont quand même bon, mais euh, mais que on se dit jamais c'est une dystopie. Je Oui. voulais pas faire une dystopie. Je voulais pas faire un enfer. Je voulais faire une ville en pleine contradiction et les contradictions explosent. Euh, mais il est jamais question de détruire Korost. Il est jamais question de faire table rase de tout. Voilà, c'était un peu voilà. J'ai essayé de tenir cette ligne de crête là. Ah, c'est une ville en fait très vivante, enfin fluide comme tu dis, mais avec finalement des marqueurs culturels propres à chaque quartier, avec des barrières non dites. Enfin, je pense Ouais. notamment, faut que je retrouve le nom que j'ai noté parce que je n'arrive jamais à le prononcer toute seule. Les pourprises. Les pourpris. Les pourpris, c'est peut-être le seul quartier où il y a une barrière un peu visible parce que c'est un ancien ghetto. Donc c'est même un ancien, comment dire, un ancien camp. C'était en dehors de la ville jusqu'à ce que la ville grandisse jusqu'à elle. Et donc oui, c'est un endroit où il reste quand même des signes visibles que, en fait, il y a un moment donné, on arrête de rigoler, on met des murs quand vraiment on veut empêcher que les gens se mélangent. Donc, voilà, c'est devenu une partie intégrante de la ville au moment de l'histoire des buts. Après, ce qui est intéressant aussi dans les pourprises, c'est que, enfin moi l'impression que j'en ai, c'est qu'il est beaucoup plus difficile presque d'y rentrer que d'en sortir. Enfin, ça dépend pour quel personnage, Mm. mais pour Katlik, à chaque fois qu'elle veut y rentrer, c'est un peu tout un phénomène de Ouais, réflexion. Comment je vais rentrer là-bas sans que ça pose des questions? C'est vrai. C'est vrai, mais c'est le personnage de Catholic aussi. C'est vrai. Et alors, c'est vrai que c'est la seule, pour le coup, les scènes avec les pourpris, il n'y a que les scènes avec Catholic. Mais Catholic, elle a du mal à sortir. Enfin, c'est une aventure, mais rien que de passer la rivière pour aller chez dans le côté populaire de Coros, c'est une aventure et elle ressent très fort. Chaque changement d'ambiance, elle le ressent extrêmement fortement. Donc là-dessus,
Je comprends pourquoi il dit ça. Faudrait que je le relis, faut que je relise ces passages. Je pense que je les avais davantage pensés vraiment comme un ressenti du personnage. Après, oui, de fait, il y a au moins il y a une des deux fois où elle y va, où il y a clairement des checkpoints à l'entrée. Mais c'est un cas assez particulier dans l'histoire de la ville. Euh, Avant de passer au personnage, j'avais, bah, par rapport du coup, même si y a pas de caste, il y a quand même des classes très spéciales et notamment on a la classe des forgés, Mhm. donc qui suivent la voie de l'art noir. Pas Euh, tous. oui, non alors qui initialement suivaient la voie de Ouais. l'art noir, puis après ils vont à la haute école pour la forme, en quelque sorte. Donc comment t'as créé cette classe, mais aussi enfin un peu les mythes autour, parce que c'est une classe c'est presque une secte, une religion un peu. Hmm. Alors, euh, alors, pour répondre à cette question très très précisément, euh, quand il s'agit de créer à la fin du XIXe siècle l'Institut d'études politiques de Paris, qu'on connaît sous le nom de Sciences Po, la justificative qui est faite est que puisque dorénavant les hommes sont égaux, pour que la classe dominante justifie de sa domination, il faut qu'elle puisse en présenter les diplômes. Mm. Je paraphrase le fondateur de l'école, mais en gros c'est ça. Donc ça c'est ma base. Ça c'est ma base, c'est-à-dire que c'est une classe sociale qui domine et qui a voulu se justifier à elle-même sa domination en acquérant et en justifiant d'avoir acquis des savoirs. Donc c'est une bourgeoisie. C'est vraiment très très clairement, c'est une. Là encore, je plagie le monde réel éhontément. Mais voilà, mais encore une fois, j'avais envie de construire de la dramaturgie avec cet outil-là. Donc les forgés, ils ont à un moment de leur histoire inventé cette technologie, inventé l'art noir, et avec toute une mystique établie, tout un rituel qui va autour de la manipulation de l'art noir pour produire cette énergie qu'ils ont rendue obligatoire. Et il a fallu après qu'ils construisent tout un ensemble de représentations symboliques, euh, juridiques, etc., qui expliquent pourquoi c'est tellement important de faire ça et pourquoi apprendre à faire ça c'est tellement dur et qu'il pour ça il faut suivre des études longues avec les bons profs dans les bons endroits et que ce soit sanctionné avec, ils appellent ça des degrés, mais qui sont des diplômes en fait. Et Et donc voilà, ce sont pas des gens qui sont bêtes, pas du tout, et c'est pas des, mais c'est des gens qui voilà, qui ont, qui sont accessoirement riches la plupart du temps, propriétaires la plupart du temps, et mais euh, qui ont une justification presque spirituelle et morale à ce qu'ils font. C'est pas des feignasses, c'est pas des gens oisifs. Voilà, voilà, j'ai essayé de créer, voilà, encore sur une ligne de crête, une classe sociale de dominants qui se travaille quasiment uniquement à s'auto-justifier le fait qu'elle domine. Mm. Désolé, je suis peut-être un peu un peu bavard. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Mais après, non, et puis elle domine d'autant plus, enfin, dans le contexte du livre, puisqu'on est après la chute de l'empereur. Donc Ouais. finalement, c'est les fédérations et les fédérations, enfin la fédération et les forgés qui ont repris, enfin le commerce finalement, l'argent. Oui, oui. Ils ont non, c'était leur temps quoi. C'était plus le temps et là encore voilà. Et là encore, je reste assez proche pour le coup de l'histoire quoi. Euh, C'est oui, c'est aussi c'était aussi le sens. Je veux dire, c'est des gens, gens gentils.
Là, ils ont détrôné l'empereur, ils ont lutté contre un système féodal à leurs propres yeux. C'est des gens, on dirait modernes, nous. Mais oui, il y a de ça. C'est des gens qui s'estiment tournés vers l'avenir et Oui, voilà, qui se tournent pas les pouces. Et donc, ouais, il y a des. Mais là, encore une fois, je fais référence à des choses euh, vraiment au niveau de l'histoire. J'ai pas voulu trop inventer parce que, en fait, la plupart du temps, quand on essaie d'inventer de rien une histoire d'insurrection, euh, c'est presque impossible de produire des choses aussi biscornues et complexes que ce qui s'est vraiment passé. oui, C'est souvent, si on part juste entre guillemets rien, on aboutit à quelque chose que je trouve souvent trop simple. L'Alliance rebelle et l'Empire, voilà, les gentils rebelles et les méchants empires, et il n'y a pas de subtilité qui va au-delà de ça. Et moi, je voulais justement, je voulais que ce soit un peu compliqué, et donc je suis allé piocher typiquement cet enchaînement empire, république bourgeoise, insurrection. C'est un enchaînement qu'on a vu se produire des tonnes de fois, 1848 en France, 1917 en Russie. mm, Donc donc là, j'ai repris quelque chose qui en plus est relativement récurrent dans l'histoire du monde. bonsoir Palior, on a une question dans le chat. Est-ce que tu l'as toujours ouvert ou est-ce que, enfin, Non, non, désolé, j'ai dû il y a le. pas de souci. Donc, quels auteurs, autrices contemporains vous ont inspiré pour ce roman? Les auteurs-autrices contemporains qui m'ont inspiré en fiction, en fiction. On a beaucoup. Euh, hmm, En fait, c'est un peu compliqué parce que clairement, moi, les inspirations au premier chef de ce roman sont pas d'autres romans. J'ai repris, j'ai resté très basé sur l'histoire, etc. Alors après, au niveau style et au niveau rythme et au niveau, disons, musique du livre, euh, oui, j'ai un modèle, c'est Victor Hugo. Là-dessus, j'ai, mais parce que je recherchais la musique des Misérables, en fait. Oui, c'est ça. En termes de vraiment de langue, en termes de regard du narrateur, je recherchais ça, ce côté un peu vieillot, hein, je le cache pas, mais surtout ce côté mélodieux, cette manière qu'il a. En fait, j'avais aussi le défi de réussir à faire passer un monde un monde un peu bourrin, un peu fourmillant de détails, qui nécessitait pas mal d'exposition, et il fallait que je le fasse, réussisse à le faire passer sans larguer, Mm. euh, voilà, sans larguer les lecteurs. Et j'avais conscience que c'était un peu un défi par rapport à ce que j'étais en train de faire. Et donc je suis allé chercher chez chez le vieil Hugo, de voir comment est-ce que ce type se sentait autorisé à faire 50 pages sur la bataille de Waterloo, 50 pages sur les égouts de Paris, 50 pages sur le couvent au milieu de Paris, de pure description, mais vraiment matérielle. Hein. Et sans faire la même chose, voilà, j'ai voulu vraiment chercher comment on rend, euh, comment on met en musique une description, une exposition, etc., pour pas perdre le lecteur, pour entraîner son oreille, même quand techniquement on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et moi, c'était ça, voilà. Je cherchais et donc là-dessus, il y a une inspiration des Misérables qui est absolument assumée. Mm. Et puis après, le reste, c'est qu'est-ce que j'ai sûrement été influencé par des choses comme Carnival Row, la série télé, euh, parce que c'est une problématique et une esthétique très proche. Euh, j'ai probablement, ouais, j'ai été influencé par Tardy, bien sûr, par les BD de Tardy sur la commune de Paris. Euh,
Et puis, non, puis voilà, puis globalement, par un peu quand même toute cette, euh, toute cette activité dans la fantaisie française qui vise quand même à re, euh, c'est compliqué à dire, mais à mettre un peu la fantaisie, je sais pas comment dire, mais en gros à la pétrir dans tous les sens, donc pour en faire donc je sais pas, j'ai lu plein de monde pendant que j'ai lu Estelle Fay pendant que j'écrivais, j'ai lu David Brie, j'ai lu qui le cycle de Sylph, voilà, il y a tous les copains auteurs français qui bossent. Et il y a aussi tout ce côté-là où on se dit, punaise, tout le monde est en train de bosser vraiment dur. Tout le monde est en train de faire des trucs incroyables. Mais ça, c'est plutôt, je sais pas si c'est de l'inspiration ou de la motivation, ou juste de la motivation, de l'émulation. On a une autre question de Mhm. Flav qui prend la suite des motivations. C'est est-ce que le jeu de rôle a aussi une place dans tes inspirations? Si oui, lesquelles? Ah, Euh, hmm. Pas au premier chef pour la ville, davantage pour le Sang des Princes, probablement. Euh, pour le Sang des Princes, j'ai commencé à travailler dessus, mais c'était le moment où je me sentais pas encore légitime à me dire je vais faire un roman. Et donc dans ma tête, je me dis non, je vais faire un scénario de jeu de rôle. Donc je me suis dit, j'avais un premier concept de scénario de jeu de rôle. Puis j'ai fait ce que font tous les gens qui font ça, c'est au fur et à mesure, je fabrique des personnages. Ah bah je fabrique un protagoniste principal. Scénario de jeu de rôle, à partir du moment où on a un personnage principal, c'est fini, c'est un roman. Hein. Normalement, le personnage principal, c'est les joueurs. Donc oui, je me souviens pour le sang des princes, je m'étais dit, ça serait vachement cool, une famille de paladins, mais en fait dans Donjons et Dragons, famille de paladins, et puis en fait un jour ils s'aperçoivent qu'ils ont euh, qu'ils adoraient le mauvais dieu, un dieu de la tromperie qui se faisait passer pour Tyr ou El ou Home, je sais plus. Et j'étais parti, mais vraiment pitch, pitch très très lointain du sang des princes. Donc à ce titre-là, j'ai été influencé par le jeu de rôle. Après, euh, après pour moi, ça reste. J'ai pas été influencé au premier degré. Au sens où je suis pas allé chercher volontairement. Maintenant, voilà, j'ai une pratique du jeu de rôle qui m'a forcément influencé. Et les jeux sur lesquels je travaille, même professionnellement, comment dire? Par exemple, j'ai travaillé sur une gamme qui s'appelle, en tant qu'éditeur, hein, pas en tant qu'auteur, qui s'appelle Écrimain, qui est adapté des romans de Mathieu Gabory. Bon, c'est du steampunk avec une composante fantastique très tirée des conceptions jungiennes de la psychologie, donc un côté très onirique et tout. Euh, bon, parallèlement, je bosse en ce moment encore sur le jeu de rôle Tédéum pour un massacre de Jean-Philippe Jaworski. Donc là où c'est du jeu de rôle historique, des guerres de religion. Je suis quand même dans un bain global, très historicisant, très qui met pas mal en valeur les références à une histoire, si elle n'est réelle, en tout cas très proche de notre histoire, de notre histoire européenne factuelle, au moins dans son esthétique. Quoi. Donc là-dessus, voilà, je suis très peu dans la high fantasy. Ça Hmm. ne m'entoure. J'aime beaucoup ça, hein, mais ça ne m'entoure pas dans ma vie de tous les jours. Donc ça joue peut-être sur le fait que j'ai une fantaisie un peu low, quoi, un peu matérialiste. Euh, alors, petite question technique de ma part. On arrive bientôt à la fin de l'interview.
Est-ce que tu es pressé ou est-ce qu'on peut un tout petit peu déborder? On peut déborder, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas d'impératif. Demain, on est en dédicace aux intergalactiques, donc j'ai pas prévu de faire une grosse soirée ce soir pour être en forme demain. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Alors, on va déborder, je pense, jusqu'à 20h15 parce que moi, je Mhm. suis un petit peu, euh, j'ai un impératif de mon côté. On a une autre question dans le chat. Continuez à poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Palieur demande, est-ce que tu as prévu d'autres romans dans l'univers du Sang des Princes et de la Ville au plafond de verre? J'ai plusieurs, ouais. Euh, alors, euh, attendu que je vais me remettre à écrire là dans pas longtemps et que je vais me décider sur lequel de mes différents pitchs j'ai envie de travailler en premier. Mais globalement, oui, ça va rester connecté. Là, le projet qui est le plus avancé à ce stade, c'est un projet alors que je veux assez différent des deux autres, mais j'ai envie de faire un thriller un peu horrifique. J'ai envie de faire du Stephen King un petit peu dans, dans l'univers de la ville au plafond de verre et du sang des princes. Donc quelque chose de très de plus sombre et de plus psychologique et de plus huis clos, peut-être un peu plus personnel aussi. Ok. Donc bon, voilà. Donc je travaille là-dessus avec un thème voilà avec un thème autour des échecs, Oh. euh, autour du jeu d'échecs. Voilà. Mais tout peut changer d'un instant à l'autre. C'est du work in progress. C'est du travail en progrès. Et donc voilà. Et connecté à cette question, je vais ajouter, ce serait encore indépendant, parce que enfin, ce que je trouve qui est bien, c'est que la Ouais. ville au plafond de verre, on peut l'avoir lu sans avoir lu le Sang des Princes, même si ça rajoute quelque chose. Donc là encore, ce serait indépendant. Oui, ce sera indépendant encore. Euh, je me sens pas de faire une série longue. En fait, au rythme où je suis, pour moi, l'univers du Sang des Princes, il est sympa pour faire justement des histoires détachées les unes des autres. Si je me mets à faire une série longue, ça veut dire que je le termine. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je Oui. raconte un truc épique, quoi, un truc de fin du monde ou de sauvetage du monde. Et d'une certaine manière, quand j'aurais fait ça, bah, il y aura plus, voilà, il y aura plus grand chose à dire, quoi. Donc, je ne me l'interdis pas, mais pour le moment, j'ai pas envie de faire une série longue. Donc, ce sera du one shot et des lectures indépendantes. Ok. Il y a Palieur qui nous dit par rapport à l'ambiance thriller, donc un style Only Murder in the City of Erin. Euh, non, pas plus en style, non, plus en style The Shining. C'est pour ça que je dis thriller plus horrifique, etc. Vraiment un côté King, qui est un auteur. Voilà, enfin, j'ai l'âge que j'ai, hein, donc, euh, donc ça reste pour moi des grands souvenirs de lecture. Et parce que j'aime bien l'horrifique, ce que j'appelle de l'horrifique optimiste, c'est-à-dire on n'est pas spécifiquement là pour que les héros meurent tous dans d'horribles souffrances. On est aussi là pour que de, voilà, on est aussi là pour poursuivre leurs aventures et pour qu'ils s'en sortent. Et voilà, j'aime bien cet équilibre-là. Donc plus un The Shining ou un Hit que un Only Murder in the City of Yarn. Je vais reprendre la main sur les questions s'il y a rien d'autre dans le chat pour l'instant. Après, n'hésitez pas, pouvez continuer à en envoyer. Moi, j'avais pensé partir sur les personnages pour finir. Ouais, bien sûr. Après moi, il y a plein de questions que j'ai pas posées. Donc s'il y a un autre thème que tu préfères, on a le choix. Bah, je sais pas si tu voulais parler aussi d'Ikea ou pas du tout, des éditions Ikea. Oui,
C'est Si, vrai. c'est comme tu veux. Mais si tu veux, on peut parler des personnages et puis. J'avais oublié. Non, Non, bah, non, non. non, non, mais les personnages, ils peuvent les découvrir dans le roman. Les éditions Ikaia, ils peuvent aussi les découvrir, mais je pense que c'est bien d'en dire un mot. Ouais. Oui, si, je voulais en parler et puis parler un peu des inters. Donc, Mhm, ouais. comment as-tu été amené à fonder les éditions Ikaia? Bah, du coup, avec David Eknecht, qui est traducteur de l'arabe et de l'italien. Et en fait, on a pas mal de contacts, notamment dans le monde méditerranéen, auprès d'éditeurs et d'associations littéraires. Et on s'est, à force de se heurter à la difficulté de, comment dire, on a beaucoup d'auteurs qu'on aime, certains qui sont des amis et d'autres qui sont juste des relations et des artistes qu'on a découverts et qu'on a essayé de faire adapter en France. Et on s'est heurté à une certaine difficulté et en fait, au bout d'un moment, on a décidé qu'on allait le faire. Donc, on a cofondé les éditions Ikaia avec comme volonté de sortir de la sphère culturelle anglo-saxonne et d'aller voir ce qui se fait en SFF ailleurs. Et donc là, pour les intergalactiques, donc on a déjà collaboré avec les intergalactiques, organisé une petite conférence dans le cadre d'un marathon Twitch début février où on a fait interviewer l'auteur jordanien Fadi Zarmoud, dont on édite, un roman justement qui s'appelle Paradis synthétique. Et en fait, voilà, notre lancement aux intergalactiques à partir de demain au salon de la micro-édition, donc avec Paradis synthétique de Fadi Zarmoud qui est de l'anticipation, donc un livre jordanien à la base. Et Hard Reboot, qui est un roman grec, où là on est plus dans de la planète fantasy, un peu très déjantée, très drôle et très touchante. Et donc voilà, et nous on a cet esprit de continuer à proposer voilà, tous ces auteurs qu'on déniche, que ce soit là on est en contact et on a signé avec des gens de Grèce, des gens d'Italie, des gens possiblement en Amérique du Sud. Enfin voilà, on essaie de mettre en place des collaborations. Notre but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment d'organiser la mise en réseau des mondes éditoriaux français, des mondes éditoriaux d'ailleurs. Euh, c'est un processus qui prend beaucoup. Il y a beaucoup de relations qui se nouent en ce moment, notamment dans le bassin méditerranéen, entre les secteurs éditoriaux de tas de pays dans la SFF. Et jusqu'ici, la France a tendance à rester un peu en dehors du jeu, ce qui est vraiment dommage. Ouais. Et voilà, on veut apporter notre pierre à cet édifice-là. Bah, c'est hyper intéressant. J'ai mis les liens dans le chat. Et bien sûr, pour Merci. YouTube, vous les retrouverez dans la description. Mhm. Bah moi je trouve ça génial. Alors j'ai cherché, mais typiquement j'avais cherché. Enfin moi je parle anglais et italien, donc je me suis dit anglais c'est bon, je vois ce qui sort, ça va. Et je me suis dit mais chercher de la SFF italienne, des fois c'est compliqué. Enfin depuis les sites français, des fois c'est compliqué de ne serait-ce que savoir ce qui se fait. Et je trouve ça vraiment dommage quoi. C'est Ouais. Bah, on a eu vraiment, on était au Salon de Turin l'année dernière et on a éprouvé vraiment en discutant avec les gens euh, cette sensation de barrière à l'entrée euh, entre l'édition française et le reste globalement du monde latin, généralement du monde hors anglo-saxon, alors qui a peut-être un peu à voir aussi avec le fait qu'en France, on a une culture très monolingue et qu'on a péniblement appris à parler anglais tous autant qu'on est, euh, là où c'est là où très très souvent les éditeurs qu'on rencontre ailleurs n'ont pas du tout ce blocage-là. Il ne veut pas du tout dire qu'ils parlent mieux les langues étrangères, mais ça veut dire que ils les apprennent, quoi, ou ils connaissent un tel qui va lire à leur place, etc. Enfin, il n'y a pas ce blocage psychologique, alors que nous, on se dit vraiment, mais comment moi qui ne parle pas, je ne pourrais jamais avoir accès à cet espace culturel. La plupart des autres disent, je vais trouver un moyen, quoi.
trouver un moyen de les lire, trouver un moyen. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose ouais, qu'on a constaté. Bah, on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Je sais qu'il y a Francesco Verso qui donc est l'éditeur de Future Fiction en Italie, qui organise un incroyable réseautage d'auteurs internationaux autour du solarpunk, qui était présent au festival Sirène la semaine dernière à Rennes, et qui est quelqu'un voilà qui fait ce travail-là en Italie. On en connaît d'autres qui font le même genre de démarche. On en connaît voilà à Chypre, on en connaît en Grèce, et, euh, et voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre en branle ça. Nous, on essaie de le faire à notre échelle et dans l'espace éditorial français. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette offre déjà que vous nous proposez. Et puis je pense aussi qu'un un frein à l'édition enfin latine, enfin notamment dans l'imaginaire, c'est qu'il y a beaucoup de petites maisons qui sont pas accros, mais qui veulent vraiment vivre et du coup, bah des fois l'achat de droits c'est compliqué et ils achètent des droits que quand ils savent que ça va pas cartonner, mais qu'ils vont revenir dessus, quoi. Oui, puis le prix des traductions qui est Oui, toujours un frein. Euh, bon, il y a c'est pas que de la mauvaise volonté, hein, c'est oui, qu'il y a vraiment l'édition de toute manière et les secteurs artistiques en général, il y a toujours un certain niveau de bricolage jusqu'au moment où on arrive à produire de manière industrielle, mais ça se met à poser ses propres soucis. Mais, euh, mais oui, il y a des problématiques. Euh, il y a des problématiques, bah, ne serait-ce que, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont pas à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir contrôler eux-mêmes le travail d'un traducteur. mmh, Et c'est vrai, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont pas à l'aise avec le fait de se reposer entièrement sur le travail de quelqu'un qui va parler. Euh, j'ai eu cette expérience-là sur une BD norvégienne, par exemple. Je travaillais pour un éditeur qui l'éditait, et c'était vraiment un problème de ne pas pouvoir double-checker la traduction parce que bah, il parlait pas norvégien, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des névroses particulières qu'il faut réussir à enjamber. Et puis, bah oui, il y a des problèmes de coût après, ça, il faut. Ça se règle en mettant en place des collaborations, en mettant en place des financements. Il y en a. Il y a des financements publics dans la plupart, enfin dans plein de pays. Il faut juste réussir à les trouver, réussir à candidater, etc. Donc c'est encore un truc en soi, hein, la recherche de fonds. Mais c'est possible. Et plus on créera ces relations internationales plus on réseautera dans ce sens-là, et plus ce sera possible, plus ce sera facile, et moins il y aura de blocage autour de nous. Et plus on découvrira des auteurs rigolos, euh, qui est quand même le but premier, hein, lire des auteurs intéressants euh, et, euh, et s'ouvrir à des manières de raconter des histoires qui sont pas les mêmes. bah, merci, pardon, je lis le commentaire de Flav avant, qui ajoutait, suivant le pays, c'est même parfois très difficile de juste trouver un traducteur de la langue vers le français. Ouais, Donc, ouais. Il y a plein de problématiques, hein, on pourra en parler des heures, mais oui. tu m'as dit 20h15, je vais pas recommencer à faire un tunnel. J'en ai déjà fait beaucoup, je suis vraiment désolé. Non, mais c'était hyper intéressant. Moi, j'ai passé un très bon interview, j'espère que toi aussi. Ah, très très sympa, très sympa. Et Euh, Bah, merci beaucoup à toi. On peut te retrouver du coup aux Intergalactiques ce week-end. Euh, est-ce, yes, est-ce qu'il y a d'autres événements prévus, annoncés ou pour l'instant c'est tout? les Imaginales. Les Imaginables. Les Imaginales fin mai, j'y suis dès le début jusqu'à la fin en dédicace au Carré Libraire et peut-être de temps en temps au stand de l'Homme sans nom. Faut voir comment on s'organise, mais en gros, les Imaginales. Et puis, c'est déjà les Imaginales. Il y aura un petit festival qui se fait à Pesme dans Franche-Comté, où je serai aussi. Première édition.
et début juin. Et voilà, c'est ma Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais surtout les intergalactiques, demain, viendez les gens, c'est trop cool. C'est le bah oui, festival le plus cool c'est le meilleur de la festival. galaxie. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, Palior, Flav, d'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Merci à toutes les Ouais, personnes qui vont passer sur la rediffusion. La rediffusion, elle arrivera juin-juillet. Euh, tout dépend de ok. si on met une petite exclue au milieu ou pas. Euh, donc ça, c'est pour la rediff. Et aussi, nous, le prochain interview, ce sera le lundi 13 mai à 18h30 avec Katie Stewart. Donc, n'hésitez pas à revenir. Classe. Bah, merci. Et bah, merci encore. Et puis, je vais couper le stream.